Les romans Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux ont été lus par des millions de personnes. Mais d'où viennent les hobbits? Pourquoi fascinent-ils autant? L'illustrateur John Howe, qui a conçu les décors des films de Peter Jackson, veut en savoir plus. Leur créateur, l'écrivain Tolkien, était professeur à Oxford, spécialiste des langues anciennes et des légendes d'Europe. John Howe décide de parcourir le continent à la recherche des mythes qui ont pu donner naissance aux hobbits. Son premier voyage l'a mené en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, sur les traces de Merlin l'Enchanteur, qui a beaucoup inspiré le personnage de Gandalf. Mais ce n'était qu'une première étape dans sa quête au cœur de l'imaginaire. Toujours sur la piste des Hobbits, John Howe, accompagné du conteur Nicolas Mezzalira, arrive aux ruines du château de Tintagel dans les Cornouailles. C'est à cet endroit que serait né le roi Arthur. Ici, plus qu'ailleurs, la frontière entre l'histoire et la légende se brouille. Quel est le rapport entre le roi Arthur et l'univers de Tolkien? Aurait-il un lien avec l'origine des Hobbits? Notre histoire commence avant la naissance d'Arthur. Le roi Uther Pendragon décide alors de choisir une épouse qui deviendra la reine de Bretagne. Tu te souviens, John, on avait laissé Uther et Merlin au tout début de leur histoire. Ben, Uther s'est installé sur le trône de Bretagne. Il a commencé à faire régner la paix et la justice sur la Bretagne. Et Uther cherche une femme. Il a trouvé une femme, mais cette femme, c'est la plus belle femme du royaume. Et forcément la femme de quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Qui s'appelle Igerne de Cornouailles et qui vit à Tintagel, dans ce superbe château là sur la pointe. Tout irait bien, sauf que, tu l'imagines, Igerne est déjà marié. Il y a un duc de Cornouailles. Il s'appelle Gorlois. Uther veut absolument passer une nuit avec cette femme. Il n'en dort plus, il n'en mange plus. Alors, il va ouvrir tous les trésors de Bretagne et il va la recouvrir littéralement d'or et de pierreries. Mais Igerne, ça ne l'intéresse pas. Alors Uther va utiliser la force. Il va mettre le siège devant le château de Tintagel, mais tu l'as vu, cette place est absolument imprenable, en bord de falaise, comme ça. Et la force ne marchera pas beaucoup plus que la richesse. Il reste qu'une chose, alors. Ouais. La magie. Exactement. Et la magie, c'est Merlin. Uther va voir Merlin, il le supplie d'utiliser ses enchantements pour lui faire passer ne serait-ce qu'une seule nuit avec la belle Igerne. Au début, Merlin va refuser. Il va lui dire, écoute, non, Uther, ça n'est pas ta femme, elle est avec quelqu'un d'autre, tu n'as qu'à en prendre une autre, et puis c'est tout. Uther va l'implorer, les larmes aux yeux, il va dire, écoute, Merlin, c'est bien simple, je te demanderai tout ce que tu veux. Ouais. Tout ce qui sera à moi sera à toi. Tu pourras même te servir, tu n'auras même pas besoin de me demander. Merlin réfléchit. Peut-être pense-t-il au passé, au présent, peut-être au futur. Quand il ouvre les yeux, il accepte. Il dit, écoute, Uther, très bien, viens avec moi. Il l'emmène avec lui en contrebas du château de Tintagel, là, au bord de l'eau. Il invoque un sortilège extrêmement puissant qu'on appelle le souffle du dragon. Et on voit le visage d'Uther qui commence à se transformer. Il prend la semblance, il prend l'apparence de son rival, il prend l'apparence du mari de la belle Igerne, de Gorlois de Cornouailles. Et Merlin lui dit, eh bien, maintenant que tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à Gorlois, tu peux y aller. Le véritable Gorlois est sorti se battre sur le champ de bataille, tu vas pouvoir entrer dans le château. Et c'est ce qu'il fait. On abaisse le pont-levis, on lève la herse, il pénètre dans la cour intérieure du château, et il y a Igerne qui l'attend là.
Elle se jette dans ses bras, elle l'embrasse, et ils vont passer une nuit tous les deux. Et cette nuit-là, précisément, le véritable Gorlois va mourir sur le champ de bataille. Alors on va comprendre, mais ce sera trop tard. Uther va se retransformer en Uther. Il va forcer la belle Hygerne à se marier avec lui, elle va devenir la nouvelle reine de Bretagne. Les mois vont passer. Le temps qu'il faut pour donner naissance à un enfant. Un garçon, le futur roi, t'imagines, l'héritier de la couronne. Mais dès qu'il sort du ventre de sa mère, un homme étrange prend l'enfant et disparaît avec lui. La reine, le roi hurlent, on crie, on envoie tous les soldats à travers tout le royaume pour essayer de retrouver cet enfant et puis de punir celui qui l'a volé. Impossible de les retrouver. Les jours passent, les semaines passent dans la douleur, dans la tristesse. Et puis quelques temps plus tard, Merlin apparaît, comme il le fait souvent, devant Uther. Uther se précipite vers lui et dit « Merlin, il faut absolument que tu retrouves cet enfant et que tu punisses celui qui me l'a volé. » Alors Merlin regarde Uther d'un drôle d'air et lui dit « Mais Tu te souviens pas, hein? Fais une promesse. Personne ne t'a rien volé du tout, je comprends pas ce que tu veux me dire. L'homme qui est venu ce jour-là, c'était moi. C'était moi. Mais je n'ai fait que prendre ce que tu m'avais promis. Quand tu voulais absolument passer une nuit avec cette femme, tu m'avais dit, un jour, ce qui sera à moi sera à toi, tu n'auras qu'à te servir, tu n'auras pas besoin de me demander. Bon, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était cet enfant. Parce que j'ai vu que cet enfant qui allait être conçu cette nuit-là, cette nuit d'amour volée, là, il allait devenir le plus grand roi que la Bretagne connaîtrait jamais. Je l'ai pris, cet enfant. Mais il est en bonne garde, il est en sécurité. Après ta mort, une épée apparaîtra dans une pierre. Et cet enfant sera le seul à pouvoir retirer l'épée de la pierre. Et il deviendra le plus grand roi que la Bretagne ne connaîtra jamais. Et ce roi s'appellera Arthur. On dit toujours une légende, c'est comme de l'histoire un peu déformée, voire presque mensongère. Mais les légendes peuvent avoir une source historique. Notre légende arthurienne, elle est un peu emblématique de ça. Et ici, surtout à Tintagel, il y a une petite chance qu'il y ait eu quelque chose qui se soit vraiment passé. Ouais. Il y a plusieurs siècles de ça. Je crois d'ailleurs qu'il y a un centre pas loin d'ici. Il y a un centre arthurien qui parle de cette histoire. J'aimerais bien aller, aller voir cet endroit-là. Je ne veux pas louper ça, moi. Allez. Allons-y. Allez. C'est chouette. Ouais. En plus, il fait grand beau. Aujourd'hui encore, le roi Arthur est un des plus célèbres héros de légende. Tolkien lui-même le considérait comme le roi de Féerie, un univers faisant partie du folklore anglais dans lequel les chevaliers côtoient les elfes ou les trolls et affrontent des dragons. Pour le professeur Leo Carousers, l'œuvre de Tolkien s'inscrit dans une certaine continuité avec la légende arthurienne. C'est surtout à partir du XIIe siècle que le roi Arthur fait irruption sur la scène. Et c'est grâce à un Gallois, Geoffroy de Monmouth, qui écrit l'histoire des rois de Bretagne. Bretagne dans le sens de l'île de Bretagne. Il présente Arthur comme un roi qui aurait vécu au VIe siècle et qui défend le peuple breton contre l'envahisseur saxon. Cette histoire a été reprise par un Français, Chrétien de Troyes, qui a rédigé une série de romans concernant Arthur et les chevaliers. Et à partir de là, d'autres auteurs ont repris les mêmes histoires, les mêmes légendes, en les réécrivant. Ça a continué comme ça jusqu'au XVe siècle, quand Sir Thomas Malory a fait ce qui serait la version définitive du Morte d'Arthur. Et c'est cette version-là qui, au XIXe siècle, a relancé la légende du roi Arthur. On peut donc dire que Tolkien se situe dans une suite tout à fait logique de réécriture, de recréation. Il ne calque pas complètement
son histoire sur la légende arthurienne. Mais quand on compare le rôle de Merlin vis-à-vis de Arthur et celui de Gandalf vis-à-vis d'abord de Bilbo et ensuite de Frodo, on peut établir des correspondances. Dans les deux cas, les deux vieux hommes guident le jeune, lui expliquent comment il faut faire, l'encouragent, corrigent ses faux pas. Bien sûr, après un certain temps, il faut qu'il les laisse agir tout seul. Ah bah tiens, John, regarde. Je crois qu'on est arrivé. The Arthurian Center. Arthur's Great Halls. Et toi? Ces salles ont été construites par Frédéric Glasscock vers 1933. Le but était de faire connaître la légende arthurienne et le code de la chevalerie. Voici la grande salle du trône. Les vitraux ont été réalisés par l'artiste Veronica Wall. À l'avant, les teintes sont sombres et derrière, elles s'éclaircissent progressivement. Cela symbolise une quête spirituelle. On part de l'obscurité pour aller vers la lumière qui représente la chevalerie. Des deux côtés, les fenêtres sont très hautes. Chacune évoque une vertu chevaleresque. Tout au fond, vous voyez le trône du roi Arthur. Il est en granit des Cornouailles. Devant, il y a une grande plaque de granit circulaire. Elle représente le fameux rassemblement des chevaliers dans un esprit de communauté autour de la table ronde. Grâce aux cérémonies organisées ici, Frédéric Glasscock espérait démontrer que la communication et la coopération entre les peuples, conformément au code de la chevalerie, permettaient de créer un monde meilleur. Nous sommes venus à Tintagel pour enquêter sur le roi Arthur, notamment sur les liens entre légende et réalité. Oui, selon le mythe, Arthur est né à Tintagel. Cela provoque une sorte d'engouement pour cet endroit. Est-il envisageable qu'à l'époque du véritable roi Arthur, Tintagel ait été une importante place forte? La presqu'île est effectivement une forteresse naturelle. C'est un plateau aux falaises abruptes qui surplombe l'Atlantique. Sa forme étroite est facile à défendre. La baie au sud est un port naturel pour les bateaux marchands qui viennent de Méditerranée. Cet endroit est considéré comme le lieu de naissance d'Arthur. Il est ensuite devenu un important port de commerce. Cela le place au cœur de la légende arthurienne. Les seigneurs de Cornouailles, et notamment Richard, ont décidé d'ériger leur propre forteresse en ces lieux. Si le grand roi Arthur avait siégé ici, mieux valait suivre son exemple. Les ruines que nous visitons aujourd'hui sont les vestiges de ce château. Au fond, ce n'était qu'un symbole de puissance. Mais est-ce qu'il y a des preuves archéologiques? Il me semble qu'on a trouvé une stèle. Effectivement, elle a été découverte il y a 14 ans. La langue de l'inscription a permis de la dater précisément. Elle remonte bien au 5e siècle. C'est un objet très important. C'est une des rares stèles laïques de Grande-Bretagne de cette période. Peut-être même la seule.
Cependant, son inscription est la suivante, construit par Arthur. Elle ne mentionne pas le roi Arthur. C'est très dommage. C'est vrai, mais le nom est très proche. Existe-t-il d'autres curiosités dans la région? Il y a une autre pierre gravée. Les gens d'ici l'appellent la pierre du roi Arthur. Elle est vers Slaughter-Bridge, près de Camelford. Selon la légende, c'est là que le roi a livré son dernier combat, la bataille de Camlan. On devrait y aller. Ça pourrait effectivement vous intéresser. Attention. Oui, c'est glissant. Voici la pierre du roi Arthur. L'inscription remonte aux années 540. Ça correspond environ à sa dernière bataille. Je vois. Sur le dessus, il y a un texte en latin. Latini hic jacit filius. Le reste est illisible. Ça veut dire « Ici repose le fils de ». Le nom du père est perdu. On ne déchiffre que MA. Ça pourrait être Macarius, mais on n'en est pas sûr. La pierre mesure environ 3 mètres et pèse 3 tonnes. C'est une stèle commémorative en l'honneur d'un seigneur breton. Elle indique que ces terres lui appartenaient. Elle devait être dressée pour marquer une frontière. Oui, c'était une des pierres dressées qu'on trouve partout dans la région. On ne sait pas précisément où elle se tenait à l'époque, donc on la laisse ici. Ce qui est frappant, c'est qu'elle se trouve sur les lieux de l'ultime affrontement entre Arthur et Mordred. En 1136, Geoffrey de Monmouth a répertorié ce champ de bataille dans son ouvrage « Histoire des rois de Bretagne ». Mais cette pierre n'est mentionnée qu'à partir de 1602. Un pont a été construit à cet endroit. C'est là qu'on a découvert l'inscription. On a donc fait le lien avec la fameuse bataille. Depuis cette époque, elle est connue sous les noms de tombe ou pierre du roi Arthur. Nous continuons à l'appeler comme ça par habitude, mais nous étudions encore son origine. Nous sommes tout près du but. En tout cas, elle remonte à l'époque d'Arthur et elle se trouve au bon endroit. Ça ne fait aucun doute. Et en plus, elle mentionne probablement d'autres noms importants. Mais qui étaient ces personnes? Prenez tout votre temps. Merci. Bonne visite. Qu'est-ce que tu en penses, John, de tout ça? C'est clair qu'il y a quelque chose de très important historiquement, là. Et quoi? On ne saura peut-être jamais. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment fini. Continue, alors. On y va? Allez. Tolkien était certainement très intéressé par la légende du roi Arthur. En revanche, l'existence d'un roi Arthur réel ou non ne l'intéressait pas spécialement. Il était davantage intéressé par la manière dont un personnage éventuellement historique entre dans la légende et devient matière de construire des légendes et des histoires. Et il s'est servi d'Arthur pour certains aspects de ses propres romans. Après avoir retiré l'épée du rocher, Arthur doit faire ses preuves pour devenir le roi incontesté de Bretagne. Avec Merlin à ses côtés, il s'impose comme un souverain juste, généreux et courageux. Mais pour être tout à fait roi, il doit prendre une reine. Ce sera Guenièvre, fille du roi Léodagan de Carmélide. Alors revenons un petit peu à notre histoire. C'est le moment du mariage. On célèbre les noces au château de Camelot en grande pompe. Tout le monde est invité et le père vient offrir la main de sa fille. Le père, c'est Léodagan de Carmélide, il est roi lui-même. Il vient avec Guenièvre, bien sûr. Il vient aussi avec quelque chose d'autre dans ses bagages, une table un peu particulière. La table ronde. C'est un talisman, c'est un objet magique qu'il va offrir en guise de dot à Arthur, en guise de cadeau de mariage. C'est une table dont le pouvoir est de se mettre automatiquement à la taille du nombre de personnes qui sont assises autour d'elle. Petit à petit, la renommée d'Arthur, le roi préféré des fées, va attirer à lui les plus grands chevaliers. Ceux qui vont devenir les chevaliers de la table ronde. Ils vont se mettre au service d'Arthur. Il y a là Yvain, Gauvin,
il y a là Sagremort, Lancelot, Perceval. Et ces chevaliers vont faire régner la paix et la justice sur l'île de Bretagne. Et l'âge d'or va commencer dans la légende du roi Arthur. C'est vraiment le temps des merveilles, le temps des enchantements de Bretagne, comme on l'appelle. C'est le moment des chevaliers de la table ronde, bien sûr, qui vont chacun suivre leur quête, qui dans la forêt de Brocéliande, qui dans les îles merveilleuses, qui dans le nord, avec des dragons, des géants, des fées, des nains. C'est la geste des chevaliers, les hauts faits qui s'enchaînent les uns après les autres, les quêtes miraculeuses. Et tout cela finira par culminer dans la quête qui les dépasse, les surpasse. La quête du Graal. Les chevaliers de la table ronde, le compagnonnage guerrier, la communauté. Hein, comme la communauté de l'anneau, et bien là, la communauté des chevaliers ira chercher, quérir cette merveille, ce Graal. Là, il y a clairement quelque chose à comparer avec notre Hobbit et Tolkien, hein, la communauté de l'anneau, tout ce compagnonnage guerrier qui s'organise pour partir chercher pendant un an et un jour cet objet métallique. Le Graal trouve ses origines dans la mythologie celtique. Avec la christianisation de la Grande-Bretagne, il devient le Saint Graal, le calice du Christ. Sa quête est avant tout spirituelle, un accomplissement absolu que peu d'hommes peuvent espérer atteindre. Entre la quête du Graal et la quête de l'anneau de Tolkien, il y a des correspondances. Dans les deux cas, nous avons une quête, nous avons une communauté, les chevaliers de la table ronde d'un côté, la communauté de l'anneau de l'autre. Mais le Graal et l'anneau unique sont presque diamétralement opposés. Parce que le Graal est un objet sacré, un idéal qu'il faut atteindre, alors que l'anneau unique de Tolkien est un objet qui concentre en lui-même tout le mal de la terre, toute la malédiction de cet être qui s'appelle Sauron, qui est, lui, le Seigneur des Anneaux, qui veut mettre la main sur le monde, qui veut détruire la liberté des êtres. Et c'est ça qu'il faudrait sauver. Quand Frodo se lance pour sauver le monde, en fait, c'est pour sauver les peuples libres. Donc, quand on détruit le célèbre anneau unique, c'est Sauron, son maître, qu'on détruit en même temps. Dans le cas du Saint Graal, le roi Arthur lui-même ne joue pas un grand rôle. C'est lui qui envoie les chevaliers, mais une fois que la quête est partie, le roi Arthur n'est plus tellement présent. Dans l'autre cas, nous avons un petit bonhomme, parce que c'est ça, le Hobbit. C'est pas un chevalier, c'est pas un roi. Et au fur et à mesure que la quête avance, il découvre en lui-même des ressources de courage et la capacité de donner sa vie pour sauver son monde. Donc, Arthur, Frodo, un rôle au centre de la quête, mais finalement, Frodo joue un rôle beaucoup plus important. Alors, est-ce qu'il y a un message chez Tolkien? Je ne sais pas, certainement. Le monde du Seigneur des Anneaux est un monde héroïque, c'est un monde de légendes, de mythes, de contes. C'est un conte écrit par un auteur du XXe siècle. Très souvent, les héros des contes sont un peu distants, ils sont un peu trop héroïques dans le fond, ils sont un peu trop invincibles. Ça perd un peu en crédibilité. De nos jours, on aimerait bien y trouver autre chose. Les héros chez Tolkien sont plus touchants, plus proches de nous, évidemment, que les héros que la légende nous a légués. Alors que chez Tolkien, ce sont des gens qui ont décidé lentement, avec difficulté, qu'il fallait assumer un rôle pour lequel ils étaient peut-être destinés, mais auquel ils n'aspiraient pas forcément. Ça nous fait nous dire que, en d'autres circonstances, ça pourrait peut-être être nous.
Mais c'est le roi Arthur. Finalement, il fait plutôt penser à Aragorn. Aragorn, un autre roi. On laisse derrière nous les hobbits. On n'est plus dans le même registre. Mais ce roi Aragorn, il me fait penser à un autre personnage de légende. Attends que je réfléchisse un instant. Je pense savoir où trouver ça. Peut-être ici. Oui, c'est ça. C'est Siegfried. Siegfried est le grand héros de la chanson des Nibelungen. Ça voudrait dire qu'il faudrait songer à faire un autre voyage, cette fois-ci en Allemagne, dans la vallée du Rhin. C'est parti alors.